Chers amis de l'Occident, bienvenue dans ce numéro spécial de Fréquence Occident. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir trois invités d'exception. Trois invités que vous avez pu apprécier dans des numéros précédents, des émissions précédentes et que certains d'entre vous connaissent. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thomas Ferrier. Thomas, bonjour. Bonjour à tous. Je reçois également Romain d'Apremont. Bonjour Romain. Bonjour à toi. Et puis nous recevons le docteur Anatoly Livry. Bonjour monsieur Livry. Bonjour cher auditeur. Alors je vous remercie tout d'abord tous les trois d'avoir accepté le principe de l'émission et de vous être rendus disponibles à un horaire un peu matinal puisqu'on enregistre un peu tôt en matinée. Et je vous remercie également de vous prêter à cet exercice de réflexion en commun autour des thèmes que nous allons développer. Alors, le thème en question, c'est un peu le thème qui est le thème central, en fait, qui interpelle et qui intéresse nos auditeurs. Et c'est aussi le thème qui est le plus à même d'éveiller les gens sans les mener sur une voie de garage. C'est le thème, tout simplement, de la montée de la haine anti-blanc dans le monde et des moyens d'y répondre. Quelles sont les possibilités qui nous sont offertes pour ne pas rester simplement victime de ce qui est en train de se lever et de grandir, et que beaucoup d'intellectuels dits de droite s'échinent à ne pas voir. On sait que beaucoup de gens, dans ce qu'on appelle le milieu dissident, font d'énormes efforts pour parler de toute autre chose, alors que pourtant, au centre de toutes nos préoccupations, il y a cette évidence qui peut être parfois terrifiante, tant il y a quelques années, elle semblait relever du fantasme, et aujourd'hui, sous nos yeux, on assiste à des choses qui, pour ainsi dire, relèvent du délire, alors même que ce sont des propos qui sont dans la bouche de certains dirigeants, de certains grands dirigeants de la planète, et qui ont en commun de faire un focus sur les Blancs, un focus contre les Blancs. Donc je souhaitais réunir des esprits que j'estime brillants pour les inviter à nous livrer leurs réflexions et surtout leurs solutions, puisqu'il en existe. En réalité, nous ne sommes pas démunis, et ce qui me paraît important, c'est à la fois de traiter du vrai problème, mais de ne pas se contenter de rester dans la sphère de la spéculation, mais aussi d'aller évidemment de plein pied sur le terrain des solutions et des pistes à étudier. On va commencer directement par la première des questions que j'aimerais vous poser à tous les trois, mais dans un premier temps, je vais laisser le docteur Livry réagir à la première question et nous donner un petit peu nous expliquer un petit peu quelles sont ces pistes, quelle est la thématique sur laquelle il travaille et qu'il développe, qui va dans le sens d'une solution. Alors, pour lancer votre propos, je vous pose cette question, docteur Livry, et les autres y réagiront ensuite. Les promoteurs de la haine anti-blanc privatisent le terme racisme et veulent s'en réserver l'usage afin d'être les seuls à bénéficier du privilège d'être des victimes. Alors, est-ce que, selon vous, c'est le signe d'un durcissement imminent de la haine anti-blanc ? Est-ce que vous voyez un changement d'ambiance intellectuelle, que ce soit au niveau politique, universitaire? Quels sont vos constats concernant la montée de la haine anti-blanc actuelle? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? D'accord, je vous remercie pour me donner ce droit de parole. Tout d'abord, je précise à nos auditeurs le fait que je parlerai donc le français. Le français, compte tenu de mon parcours, ce n'est pas ma langue maternelle. Disons que j'ai choisi la France quittant l'Union soviétique, et puis pour des raisons politiques et universitaires, j'ai dû m'éloigner de la France. Par conséquent, le français, c'est la quatrième langue actuellement que je pratique, donc je vous prie de m'excuser pour certaines imperfections. Il fallait préciser cela. Pas de souci. Quand on parle actuellement du racisme anti-blanc, effectivement, c'est un sujet assez interdit dans les milieux politiques, dans les milieux académiques, dans les milieux financiers surtout. Et celui qui l'aborde se voit naturellement ostracisé. Celui qui
essaie de l'analyser en Occident, je le précise, peut souvent devenir victime de poursuites pénales. Non, cela peut s'opérer aussi. Eh bien, effectivement, cela s'intensifie. Vous avez parlé des milieux financiers en particulier. Également. Pour vous, c'est un domaine dans lequel on relève cette caractéristique. Vous savez, si vous parlez, si vous vous intéressez un peu des sociétés qui entrent en bourse, tout à fait, c'est impossible d'évoquer ce sujet. Vous suivez la parité ethnique imposée à des grandes sociétés, et vous vous taisez. Vous vous faites pas à gauche, pas à droite, et vous êtes flanqué. Je peux vous laisser imaginer ce qui va se passer avec votre société dans n'importe quelle bourse en Occident, et par conséquent dans les bourses asiatiques notamment. Non. Ah oui, d'accord, ça va jusque-là. Parce que moi, j'avais le souvenir de Anne Lauvergeon, l'ancienne PDG d'Areva, qui avait dit, il y a quelques années de ça, il y a même plus de 10 ans, à compétence égale, on choisira autre chose que l'homme blanc. Et c'est déjà il y a plus de 10 ans. Hein, donc. Mais c'est intéressant de rappeler ce que vous venez de dire. Je vous remercie de le préciser. Ça vous intéresserait, on ferait une émission sur les conséquences du féminisme, parce que, effectivement, le premier pas du racisme, vers le racisme anti-blanc que nous vivons, c'était le féminisme grandissant. C'est-à-dire, si vous lisez les beaux draps de Céline, publiés en 1941, eh bien, lui, en tant que médecin, monsieur le docteur Ditouche, eh bien, il précise ce premier bousculement qu'il a examiné encore à Paris dans les années 30, c'est-à-dire avant le deuxième conflit mondial, comment, c'était précisément que c'est par les femmes qu'a passé le premier pas vers le racisme anti-blanc, ces femmes qui ont obtenu en France le droit de vote de 1947 et qui ont appliqué cela. Donc effectivement, on pourrait également, là on dévie un peu de côté, mais vous avez parfaitement évoquer cette politique de grandes sociétés, d'abord proposer des femmes, puis proposer le multi-ethnicité à l'intérieur de ces grandes entreprises. Et Dieu sait qu'ici en Suisse, je vis entouré de ces grandes banques, je vis, mon domicile réel, il se situe à 40 minutes de train de Davos, donc c'est un lieu que je fréquente assez fréquemment, au moins pour skier. Eh bien, effectivement, je baigne vraiment dans cet univers financier, si on peut dévier vers ce côté, qui choisit d'abord la parité des sexes, puis la parité de l'ethnicité, etc., etc. Et effectivement, lorsqu'on met certains types de femmes à la tête des sociétés, eh bien, c'est elles qui poussent ce choix de multiculturalisme et multi-ethnicité. Mais effectivement, pour revenir à notre question, votre question que vous avez posée, il y a une intensité de la haine anti-blanche. Ça. Mais je pense qu'effectivement, on serait obligé d'aller au fond de notre conflit civilisationnel qui va aboutir à des confrontations ouvertes. Donc, je l'avais prédit déjà dès la fin du siècle passé. Si vous lisez mes publications parisiennes que j'ai commis, par exemple, dans l'Action française, je me souviens encore au début des années 2000, eh bien, quand je compare l'URSS et la France de l'époque, c'est-à-dire d'il y a quasi 20 ans, eh bien, je parle de ces futures confrontations que nous allons vivre et qui nous vivons de plus en plus, qui passent par le terrorisme, qui passent par les accusations civiques, qui passe par les débats parlementaires et ce qui passe naturellement, là j'aimerais tout de suite, en analysant cette situation, mais pas encore en proposant les solutions qui pourraient éventuellement nous mener vers un certain salut, eh bien, vous positionnez en tant que Français, en tant qu'Européens, vers l'épicentre où s'organise actuellement notre avenir, à savoir les États-Unis d'Amérique, et notamment vers ces déclarations significatives qui est Happy Kwanzaa de Madame Harris,
Ah oui. Comment il s'appelle, la vice-présidente de monsieur Sleepy Biden, n'est-ce pas? Et qui avait souhaité il y a quelques mois, à la place donc de Merry Christmas, Happy Kwanzaa, c'est-à-dire cette fête qui a été imposée par monsieur Molanga dès les années 60. Donc, ce sont des racialistes noirs anti-culturalisés, n'est-ce pas? Je vous intéresse à s'intéresser à cette déviance qui ont pris le pouvoir, c'est-à-dire qui se sont imposés en Californie et qui ont pris le pouvoir intellectuel sur une élite financière composée naturellement des Blancs, composée en partie de mes consanguins ashkénazes, composés surtout par les Black Panthers, qui ont tous repris le pouvoir en Californie. Donc, je vous rappelle le destin de ce monsieur Moulanga, qui a en fait instauré cette fête. Et là, on peut naturellement voir les conséquences, excusez-moi, de ce judaïsme qui est la chrétienté actuelle. Eh bien, le christianisme est la conséquence, et en fait, une des modes de l'expression du pouvoir de l'homme blanc. Par conséquent, il faut imposer les festivités issues de l'Afrique. Et donc... Et là, la fête qui a été... donc, au lieu de souhaiter un Merry Christmas, c'était quoi le nom de la fête qu'ils ont voulu célébrer? C'est la fête donc de cette religion du racisme, comment peux-je dire, j'aime pas le terme noir, je le cherche pour le dire congoïde, ça c'est permis, j'espère. Voilà, donc oui. C'est la fête qui a été mise par monsieur Moulanga. D'accord. Donc pour remplacer le Noël et dans l'esprit à la fois des Noirs, mais à la fois dans l'esprit de puissants blancs qui utilisent cela depuis des années 60. Et je vous rappelle quand même que Madame Harris, elle a dit elle a déclaré effectivement que dès sa jeunesse, donc elle a fêté cette Kwanzaa à la place de Noël, c'est-à-dire une personne qui appartient effectivement à cette élite non blanche qui est issue de la même Californie, qui est extrêmement intéressant à étudier également, et qui effectivement efface la tradition blanche, également les cultures blanches, les civilisations blanches, car effectivement les États-Unis, la Californie aussi, qui furent fondées naturellement par une puissance WASP, dont les religions naturellement réformées à un point significatif, primordial, quasi basique. Et bien là, dès les années 60, sous l'impulsion d'un racisme noir qu'aucun blanc en Occident n'osera exprimer même à 10%, je vous assure, on a imposé aux États-Unis toute une festivité pseudo-africaine et donc qui ont pris, qui ont guidé les élites financières, les élites pseudo-intellectuelles, donc naturellement qui ont pris le pouvoir dans les universités américaines, en Californie en conséquent, au pouvoir. Et actuellement, on a mis en quelque sorte cette baudruche de Joe Biden. Mais derrière lui, il y a toute une équipe. Et je vous conseille d'ailleurs à nos spectateurs, ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, de commencer par apprendre cette langue, parce que l'ensemble de ces déclarations racistes anti-blanches pleuvent aux États-Unis au niveau du pouvoir, c'est-à-dire au niveau des Sénats américains. Donc, dès le départ de M. Donald Trump, qui lui ne faisait que les courbettes envers la communauté black américaine, eh bien... Oui, c'est vrai, c'était assez affligeant à constater. Effectivement, c'est lui qui est le flambeau, le fer de lance du suprémacisme blanc. Donc, c'est assez ridicule. Mais
examiner cela parce que si vous, chers auditeurs, et je vous incite à cela, d'apprendre le Koine actuel, c'est-à-dire le anglo-américain, pour suivre un peu ce qui se passe aux États-Unis, parce que pour les personnes qui sont guidées par cet esprit millénariste, eh bien, c'est l'Europe, naturellement, qui est la matrice de cette blanchité ethnique. Oui, bien sûr. Et donc, alors, on va... si vous suivez un tout petit peu les conséquences, excusez-moi, je finis vite. Oui, je vous en prie. De ces déclarations fanatiques qui sont faites par ceux qui vont gouverner après que M. Biden va partir, et ça peut se retrouver assez rapidement, et qui gouvernent déjà derrière ce dos. Et donc, il faut que vous voyez la suite entre ces déclarations officieuse qui devient déclaration officielle de la Maison Blanche actuelle, qui sont publiées partout. Suivez les publications de FBI, quelle population ils désignent comme adversaire, etc. Suivez les populations des universitaires qui ont éduqué toute cette équipe de Kamala Harris. Suivez cela et leurs décisions géopolitiques. Bien sûr, ça peut aussi jouer un rôle, ce racisme anti-blanc institutionnel peut jouer un rôle d'accélérateur sur le plan géopolitique, parce que si vous vous intéressez de déclarations faites par l'équipe Biden aux États-Unis actuellement, une équipe qui ne veut plus faire Make America Great Again, mais qui veut effectivement, et qui veut plutôt, et qui donc, comme tous les démocrates, aura besoin d'une bonne guerre, et cette guerre surtout une bonne guerre victorieuse, n'est-ce pas? C'est ce qui efface toujours les failles locales. Eh bien, ils peuvent parfaitement porter cette guerre chez nous en Europe. N'oublions pas ce qu'a fait monsieur, comment il s'appelait, Bill Clinton, n'est-ce pas, de 1996, dès qu'il est arrivé avec exactement la même équipe, où monsieur Joe Biden. Oui, bien sûr. Et qui ont porté la guerre en Europe, chez nous, c'est eux qui ont bombardé, naturellement, était la première équipe post-Seconde Guerre mondiale qui a bombardé une capitale en Europe, et c'est eux qui ont généré, naturellement, la première vague musulmane, donc de soi-disant réfugiés, naturellement. Rappelez-vous ce qui s'est passé. On va aborder ces thèmes. Naturellement, donc, oui, effectivement, je conçois parfaitement que le racisme anti-blanc prend non seulement une forme intellectuelle, mais une forme politique, stratégique, voire militaire. Et effectivement, je propose à des esprits vifs, notamment de langue française, d'aller répondre, rétorquer à cela par une expatriation militante qui peut devenir une guerre idéologique contre cet Occident. Je vais vous demander de développer ça sur la deuxième partie de l'émission, enfin du moins la deuxième, les questions ultérieures qui vont traiter de ça, et de réserver un petit peu votre réflexion à ce sujet pour les questions qui vont venir. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à cette question de façon si exhaustive. Je voudrais donner la parole à Romain d'Apremont sur la même question rapidement. Est-ce que et puis à Thomas Ferrier bien sûr, est-ce que vous constatez vous aussi par d'autres signes éventuellement ce durcissement dans la haine des Blancs? Quelles sont éventuellement vos remarques et vos réflexions sur ce sujet, le sujet du changement d'ambiance intellectuelle en général concernant la haine anti-blanc? Romain d'Apremont. Oui, je pense que les Blancs sont confrontés à une forme de racisme qui est plus perverse que les autres groupes. Alors elle est plus perverse car elle est chargée de certaines caractéristiques qui sont uniques au racisme anti-blanc. En 9 points, hein. Alors le premier, c'est le négationnisme. C'est le seul racisme qui est nié par ceux qui le pratiquent, et qui est nié aussi par les observateurs, et y compris une importante proportion des Blancs et des États à majorité européenne.
Le deuxième point, c'est que c'est un racisme qui exige la haine de soi, l'ethnomasochisme. C'est le seul racisme à exiger de sa victime qu'elle cultive la haine de soi. On peut prendre l'exemple, vous savez, du séminaire de Coca-Cola pour être moins blanc. Ah oui, Je cite, incroyable. être moins blanc, oui, c'est être moins oppressant, être moins arrogant, être moins confiant, comme si les blancs étaient particulièrement confiants, être moins défensif, être moins ignorant, plus humble, écouter, croire, rompre avec l'apathie et rompre avec la solidarité blanche. Ah ouais. Donc il y a vraiment une idée de casser aussi ce petit embryon de communautarisme blanc, de le briser dans l'œuf. C'est une injonction à l'autoracisme, quoi. Exactement. Et ça, c'est spécifique. Et puis aussi les autres exemples d'autoflagellation, vous savez, baiser les pieds des Noirs, du mouvement Black Lives Matter, etc. Alors, le troisième élément, c'est que c'est un racisme, comment on pourrait dire, atomisant, qui vise l'atomisation des Blancs, leur isolement. Contrairement aux autres groupes, les victimes du racisme anti-blanc ne reçoivent pas le soutien de leur communauté, notamment du fait de la négation institutionnelle de ce racisme et du fait que le communautarisme blanc soit assimilé à du suprémacisme. Quatrièmement, c'est un racisme d'État. Le racisme d'État existe, mais c'est un racisme anti-blanc. Une large partie des États à majorité blanche présentent le mâle blanc comme l'archétype du raciste. On assiste à une intensification, une incitation à la haine anti-blanc par l'État. Ouais, les affiches après le Bataclan, on voyait fleurir dans le métro des affiches et des clips antiracistes en pleine période d'attentat où l'agresseur était toujours le blanc. Ah ouais. Cinquièmement, c'est un racisme qui dénie tout sanctuaire. Alors là, on pourrait réfléchir à un espèce de concept. Là, je dis un racisme qui dénie tout sanctuaire, mais là, on pourrait venir avec des concepts et ramasser un peu ça dans un concept que j'ai pas encore trouvé, parce qu'en même temps, c'est pas mon sujet de prédilection. Les Blancs sont la seule communauté à être victime de racisme sur son propre sol. Les Chinois ne sont pas victimes de racisme en Chine, les Noirs ne sont pas victimes de racisme en Afrique subsaharienne, sauf dans les petites entreprises chinoises qui fleurissent, bon, éventuellement, mais c'est vraiment marginal. Et d'une certaine façon, les Juifs peuvent effectivement être, de la part des Arabes israéliens, victimes de racisme, mais le niveau de cohésion de la communauté juive est sans commune mesure avec celui des Européens. Sixième caractéristique, c'est un racisme paradoxal, faute de mieux. La communauté blanche est la seule communauté qui soit victime de racisme, tout en étant déconstruite en tant que communauté. Donc les Blancs sont conscients en tant que groupe lorsqu'ils sont ciblés par le racisme anti-blanc, mais lorsqu'ils tentent de se penser en tant que groupe pour se défendre contre ce racisme, ils sont taxés de racistes, de suprémacistes. Donc il y a une forme de paradoxe derrière. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une remarque très très pertinente parce que on en constate le prolongement aussi dans les démarches de quête que font les sociétés de charité, que ce soit l'Église catholique ou d'autres ONG, et qui, lorsqu'elles font des campagnes d'appel aux dons, prennent soin de mettre sur les visuels, les affiches, des blancs uniquement. Là, pour le coup, lorsqu'il faut demander de l'argent, on n'hésite pas à mettre des blancs pour qu'à nouveau, ils puissent s'identifier à la personne qui doit donner de l'argent. Ouais, voilà. Ouais, intéressant. Ouais. Septièmement, le blanc est le nouveau juif. La communauté blanche est présentée comme raciste et dominatrice, en tant que communauté, mais composée d'individus fragiles qui sont des proies idéales. Par exemple, le racisme, l'hitlérisme, n'est pas présenté les juifs comme individuellement, c'était des petits êtres fragiles, maladifs, mais en tant que communauté, il y avait une volonté de domination. Alors, comme exemple, le concept de fragilité est associé au blanc, dans le cadre d'une entreprise intellectuelle qui vise à le désarmer moralement et physiquement. Et à l'inverse, évidemment, les remplaçants ont le monopole de la virilité. Huitièmement, le racisme anti-blanc, c'est le seul racisme qui accuse ses dénonciateurs d'être des racistes. Un blanc qui se plaint d'être discriminé pour sa couleur de peau, ou qui dénonce plus généralement le racisme anti-blanc, sera lui-même accusé de racisme ou de défendre ses privilèges de blanc. À l'inverse, évidemment, aucun noir, juif, asiatique dénonçant le racisme qui vise sa propre communauté ne risquerait d'être lui-même accusé de racisme. Et enfin, c'est un racisme qui affirme que seuls les blancs peuvent être racistes. Le monopole du racisme. Les non-blancs peuvent certes exprimer des préjugés raciaux, exemple, les blancs ne savent pas danser, mais cela ne peut pas être qualifié de racisme en raison de l'absence de racisme dit systémique. Donc il change la définition du racisme pour en donner le monopole aux blancs,
c'est-à-dire donc le racisme systémique, c'est l'absence de relations de pouvoir. Hein. Sous-entendu, les Blancs tiennent les rênes du pouvoir économique, politique, financier, etc., culturel, et donc, par définition, seuls eux peuvent être racistes. C'est une liste, merci beaucoup, parce que c'est une liste qui est extrêmement précise, exhaustive, mais à la fois, elle est terrifiante, et en même temps, il y a presque quelque chose, alors peut-être pas de drôle, j'irai pas jusque-là, mais on se dit que les gens qui pilotent ce programme, ce scénario, ont toutes les caractéristiques de gens qui sont frappés de folie, au sens presque clinique du terme, c'est-à-dire que on a vraiment l'impression que la personne qui pilote la locomotive est à la fois sourde, frappée d'autisme, qu'elle est ivre et qu'en plus qu'elle est déficiente intellectuelle, quoi. C'est un tableau vraiment sombre. Est-ce que Thomas Ferrier, on peut rajouter quelque chose sur ce constat? Oui, alors je ne vais pas rentrer dans les détails généraux. Disons que la haine envers les Européens, parce que je préfère utiliser ce terme qui me paraît plus juste en fait et dialectiquement. Donc la haine envers les Européens, elle est de deux natures. Il y a effectivement la haine basique, qui peut être le cas dans certaines banlieues de France ou du Royaume-Uni, où les Européens sont en minorité désormais et sont victimes d'un comportement qu'on trouverait dans toute société multiculturelle, que ce soit le Brésil, l'Afrique du Sud ou ailleurs. Ensuite, il y a on va dire effectivement la haine envers les Européens, des Européens eux-mêmes. Et je crois que ce qu'on retient des interventions de M. Livry et de M. D'Apremont, c'est effectivement que l'essentiel de la haine envers les Européens vient d'Européens eux-mêmes. Et c'est quelque chose d'assez frappant. Moi, je suis habitué à travailler avec des gens issus de la diversité et à manager des gens issus de la diversité. Et je connais à peu près les codes d'entrée de leur fonctionnement et les outils dialectiques pour être, entre guillemets, de leur côté et pas du côté, finalement, des Européens anti-européens. C'est un terme un peu étrange, mais c'est fondamentalement ça. C'est ça, oui. Donc, je crois que effectivement, ce que vous appeliez autoracisme, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui est une forme de névrose, de névropathie des Européens vis-à-vis d'eux-mêmes, qui s'autodétruisent. Alors, comment on peut l'expliquer ? Ça peut s'expliquer biologiquement par l'appauvrissement génétique des Européens à cause des deux conflits du XXe siècle, qui ont éliminé les élites. Et puis, ça peut s'expliquer aussi simplement par des vecteurs, de repentance que la religion et d'autres éléments peuvent porter. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette haine envers les Européens, elle aboutit fondamentalement à un discours de destruction des Européens, assumé par certaines minorités, qui disent clairement que les Européens doivent disparaître, que les femmes européennes sont destinées à produire des enfants métis, et que donc, d'une manière ou d'une autre, la situation européenne doit disparaître comme si elle devait expier des fautes imaginaires. Donc, comment on déconstruit ça ? Eh bien, je pense que paradoxalement, il faut pousser le raisonnement des colonialistes au maximum, ce que très peu d'Européens osent faire. J'en développerai un petit peu plus tard dans l'une des dernières questions. Oui, parce que je vais poser une question là-dessus. Je vais redonner la parole à ce sujet. C'est pour ça. Donc, l'idée générale, c'est qu'effectivement, la haine envers les Européens augmente, mais elle augmente de la part des Européens. Et pour conclure, un témoignage un peu simple, effectivement, il y a ce qu'on appelle la discrimination positive. La discrimination positive a été inventée aux États-Unis. Et elle suppose que certaines populations sont plus faibles que d'autres et doivent donc être aidées plus que d'autres pour atteindre le même niveau d'exigence de chacun. Et en réalité, effectivement, ce qui se passe, y compris en France aujourd'hui, c'est ce qui est un peu dit, et je vais l'évoquer d'une manière un peu plus concrète, c'est que dans des concours, dans des examens, dans des épreuves, où théoriquement il y a une égalité de traitement, eh bien, effectivement, on va surfavoriser les femmes, on va surfavoriser les minorités. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, il n'y a pas des femmes qui sont de très haut niveau naturellement, mais on va, à niveau égal, on va favoriser la femme ou on va favoriser la diversité. Alors, le paradoxe, c'est que finalement, les Européens mâles qui réussissent, ça veut dire qu'ils sont encore plus forts que les autres d'une certaine manière, parce qu'ils arrivent quand même à passer la barrière imposée par cette préférence féminine, puis cette préférence diversitaire. Donc, ça peut avoir des effets paradoxaux. C'est-à-dire, finalement, créer une surélite européenne masculine. Donc voilà, il y a les paradoxes de tout système. Donc, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on combat cette idéologie et comment on réveille les Européens pour que ceux-ci guérissent lorsqu'ils sont des promoteurs eux-mêmes de l'autoracisme et comment on peut les aider pour ceux qui sont lucides, à s'organiser et à vaincre. Alors justement, j'aborde cette question tout de suite. Merci d'avoir amené la transition, parce que dans cette attaque contre les Blancs, vous l'avez tous fait remarquer, il y a deux camps qui peuvent se distinguer.
ce que personnellement j'appellerais les blancs de gauche qui sont en quête de suprématie morale. Alors peut-être que vous voudrez discuter de cette notion, parce que il nous semble que certains blancs qui sont socialement des blancs plutôt dominants cherchent cette suprématie morale, ils cherchent à dominer par cette stratégie-là, qui débouche sur l'accusation des blancs du dessous, si je puis dire. Et puis il y a les fausses minorités qui sont en réalité, si on compte bien, majoritaires dans le monde en tout cas, et qui sont animées par ce qui apparaît comme une bêtise crasse et puis des passions violentes. Alors, je vais redonner la parole à Anatoly Livry. Quelle stratégie pour faire face intelligemment à tout ça? Je sais que vous prônez une expatriation militante et qui donne des pistes très intéressantes, des solutions très intéressantes. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu, nous donner des clés pour aborder cette manière de résister qui me paraît très, très intéressante? Parfait, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, juste une seule petite remarque sur la population blanche qu'on promeuve en Occident. Effectivement, en Occident, il y a des hommes blancs, des mâles blancs, même assez âgés, ou je dirais, qui réussissent. Eh bien, il faut quand même se poser la question si ces personnes sont promues effectivement pour leur qualité supérieure ou effectivement ils sont promus plutôt pour leur perversité ou pour leur autres conditions, c'est-à-dire les conditions qu'on avait préconisées à une certaine époque, par exemple après le putsch bolchéviste sur les ruines de l'Empire tsariste. Ça aussi, il faut étudier ces questions. Ouais, ça c'est très, très intéressant de soulever ça. Je pense que d'ailleurs nos trois invités ont des choses à dire et des exemples à donner à ce sujet, de la promotion du plus pervers qui remplace la promotion de l'élite finalement. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, ça il fallait le signaler parce que je vous signale seulement entre parenthèses. Il y a des académiciens, par exemple en Russie, spécialistes en médecine, spécialistes en cerveau, dont je suis les séminaires actuellement par Skype, avant je les faisais directement à Moscou, qui enseignent en fait la médecine telle qu'elle était enseignée en Occident il y a 40-50 d'années, c'est-à-dire qui appellent les maladies telles qui sont devenues interdites à nommer telles que maladies en Occident. Eh bien, ils analysent ce qui se passe actuellement en Occident, notamment en France, et il constate une certaine forme de dégénérescence des élites occidentales qui sont effectivement sélectionnées. C'est-à-dire s'il y a une certaine sélection, à contrario, c'est-à-dire une sélection négative qui s'opère, et c'est là depuis la fin de l'événement qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Alors, attendez, vous voulez dire que un spécialiste du cerveau a remarqué que les processus sélectifs étaient pervertis, mais c'est-à-dire que, je veux dire, à quel... C'est-à-dire, on choisit les personnes qui sont en Occident, qui sont contraires à des élites. Oui, bien sûr. Et par exemple, lorsque le président français actuel fait une déclaration et par la suite, quelques semaines plus tard, il dit « Bah non, vous m'avez pas compris, je disais précisément cela », une mention en fait tout à fait l'inverse, eh bien, il serait, d'après ces examens qui se font à l'Académie de médecine de Russie, d'accord. Vraiment le représentant par excellence de cette future espèce fabriquée, oui, qui est totalement schizophrène et qui peut tenir un discours, c'est-à-dire dans un domaine dont il est soi-disant spécialiste, mais qui, par conséquent, mais qui par ailleurs victime d'une dissonance cognitive totale. Mais c'est terrifiant parce que ça veut dire que si vous voulez, si c'était une personne lambda qui remarquait ça,
ça serait un constat tout à fait valable. Mais là, c'est un spécialiste du cerveau qui en fait la remarque en tant que professionnel de l'étude du cerveau humain. C'est vraiment ça qui était terrifiant. C'est pour cela que je vous encourage également d'apprendre la langue russe et de suivre cette forme de séminaire. Je pense que cette langue peut être utile pour votre expatriation. Et là, on parlera plus tard. Oui, je vous assure que pas très loin de chez nous, c'est-à-dire de l'Europe occidentale et centrale, eh bien, ils se font les études sur le cerveau, notamment. Je vous rappelle que la tradition russe soviétique et maintenant russe, de l'examen du cerveau, elle est extrêmement ancienne, c'est-à-dire c'est dès la mort de Lénine en 1924 qu'on a lancé cet examen des cerveaux, cette chaire de l'examen des cerveaux. Et donc, à l'origine, on devait attendre que le monsieur soit mort pour ouvrir sa tête. Maintenant, on n'a plus besoin d'attendre. Et donc, effectivement, cela se fait, ces études sur les cerveaux. On répond, ce spécialiste en cerveau répond pourquoi, quel type on choisit, par exemple, quel type de l'immigration on choisit, pourquoi on choisit. Peut-être que c'est la suite d'une longue dégénérescence, d'une longue sélection de quelques générations du blanc en Occident qui se sont choisis effectivement progressivement. Par exemple, ils analysent notamment ce qui se passe. Je sais que je m'éloigne un tout petit peu, mais ce qui s'est passé par exemple après le putsch de 1789 en France et cette folie exterminatrice républicaine française envers son propre peuple et qui ont allé en quelque sorte avec toutes ces guillotines ambulantes de faire cette cette opération sur le cerveau que l'humanité connaît, mais de façon délusive en quelque sorte, à savoir le raccourcir l'être humain, le décapiter et effectivement qui ont, par exemple, et comment les personnes qui se sont auto-choisies au sein de certaines obédiences dans les centres à Paris, pendant les régences, pendant le règne de Louis XVI, etc., comment ils sont tout de suite dirigés vers une population qui possédait encore un cerveau non disons normalisés, qui sont les Vendéens, qui sont les Bretons, et ces colonnes infernales, lorsque certains chefs de guerre déclarent j'ai écrasé les femmes, les enfants, les hommes, les vieillards sous les sabots de chevaux et je n'ai pas de prisonniers à déplorer, à me reprocher, eh bien, c'est une forme de normalisation de la population française, donc qui a commencé bien au-delà, avant le premier conflit mondial, avant le deuxième conflit mondial, et que tout progressivement on aboutit à une population assez disons, diminuée, je veux dire, qui s'est je comprends. Ce qui est terrible, c'est que vous nous dites qu'on est dans une même séquence historique d'automutilation anthropologique, pratiquement. À long terme, et ce choix comment je puis dire ça politiquement correct, ce choix de l'immigration venue d'autres contrées, et c'est une forme de prolongation. Oui, voilà, c'est ça. C'est une autre manière de se décapiter nous-mêmes, d'accord. C'est une autre façon Les Blancs en Occident ne trouvent plus quelqu'un, je dirais, ils ne veulent plus attendre une longue sélection. Ils veulent accélérer. Alors, docteur Livry, est-ce que juste, je m'excuse de vous interrompre là-dessus, est-ce que je peux vous demander de revenir rapidement sur les solutions que vous proposez, parce que le tableau que vous dressez est à la fois extrêmement intéressant et terrifiant, il faut le dire, mais je pense que ça permet vraiment de comprendre quel niveau on est dans le problème. Est-ce que je peux vous demander de revenir un petit peu sur la partie solution, brièvement, pour que je puisse donner la parole également à nos autres invités. Oui, je vous en prie, excusez-moi. Oui, il faut sortir de cette... je préconise d'abord la libération spirituelle, c'est-à-dire vous sortez de cette schizophrénie qui vous pénètre
en France, par exemple, disons, en appelant la bête par elle-même, c'est-à-dire vous vous libérez spirituellement et vous allez tout d'abord faire votre vie, c'est-à-dire vous libérez, vous allez dans un monde qui existe encore en Europe centrale, orientale, qui est donc peut-être plus européenne ontologiquement que ce qu'il y a en France, notamment en Belgique, eh bien, vous enrichissez, comme disait, je ne puis que paraphraser Guizot, eh bien, vous devenez riche, vous faites votre vie et vous passez quelques mois ou quelques années pour vous aérer l'esprit. Je sais de quoi je parle parce que j'ai aussi quitté la France définitivement il y a une dizaine d'années. Et je sais que quand on vit hors de ces carcans qui vous étouffent, il faut passer des mois et des mois pour tout simplement cesser d'être son propre garde-chiourne. C'est-à-dire, vous ne vous surveillez plus qu'est-ce que vous allez vous dire, prononcer les mots et qu'est-ce qu'on va penser, etc. de vous. Et donc, il faut commencer par reprendre vie, quoi. Oui, psychiquement, c'est-à-dire sur votre esprit, sur votre âme, et par conséquent sur votre corps. Et par la suite, je préconise faire exactement ce qu'ont fait à leur façon les victorieux de la guerre froide. Je ne fais que répéter, c'est-à-dire je préconise à de nationalistes européens, voilà, c'est ça le terme, de se trouver les puissances, naturellement de moyen niveau, de l'Europe centrale et de faire le lobbying auprès de ces puissances et, en quelque sorte, se rendre utile à ces puissances et capter la nécessité de sauvegarder leur identité collective de ces puissances et de s'attacher auprès de ces États. Donc, ça peut être notamment l'Hongrie actuelle, ça peut être l'Hongrie de Orbán, tant qu'il est encore en place, ça peut être la Pologne actuelle, dans l'autre façon, ça peut être la Croatie actuelle, ça peut être à sa façon l'Ukraine, ça peut, etc. Même, Slovénie peut-être. Naturellement, ça peut être à leur façon les pays baltes. Voilà. Mais écoutez, en fait, je vous remercie d'avoir apporté l'évocation de cette solution, parce que là, déjà, on a affaire à quelque chose de concret et qui, en plus, est enthousiasmant. C'est-à-dire, à la fois, on sort du carcan intellectuel et en plus, on rebondit sur quelque chose qui permet de valoriser l'expérience terrible et négative que font beaucoup de nos amis, nos auditeurs en France, dans cette partie de l'Europe de l'Ouest. Je voudrais demander, pour redonner la parole à Romain d'Apremont, est-ce que la réflexion que tu portes sur les solutions va dans cette direction? Est-ce que tu as des divergences ou des remarques un peu différentes à apporter? Alors, au risque de m'éloigner du concret, je vais rester un peu sur le diagnostic et insister en fait sur ce qui fait la force des autres communautés. Alors, selon moi, la force des autres communautés, c'est leur sentiment d'humiliation passée. Elles ont toutes été colonisées, toutes été humiliées, en tout cas, elles l'ont vécu comme ça, et donc ont un désir de revanche vis-à-vis de l'histoire. Et une volonté, parfois, comme avec la Chine, de dominer le monde, en tout cas d'avoir une suprématie, de devenir l'unique superpuissance mondiale. Et donc, cette humiliation-là, et ce désir de revanche, maintient leur cohésion et leur volonté de puissance. Et la faiblesse de l'Occident, c'est qu'elle est la seule civilisation à avoir déjà dominé le monde. Ce rêve de grandeur, on l'a déjà accompli. Mmh. Donc ça ne fait plus rêver personne. Alors c'est vrai qu'il y a Elon Musk et la volonté de se répandre dans la galaxie, en tout cas de coloniser Mars dans un premier temps. Ça c'est extrêmement sain, mais ça n'anime pas vraiment. C'est l'aspect un peu médiatique d'Elon Musk, l'aspect un peu glamour, un peu timbré du type, mais il n'y a pas vraiment une volonté des Occidentaux, le rêve d'aller coloniser la galaxie et les autres planètes. Je pense que c'est assez minoritaire. Donc, la perspective de cette domination ne fait plus rêver les Occidentaux. Et donc, cette réalité psychologique, couplée à la mauvaise conscience insufflée par le christianisme, mine la volonté de puissance des Occidentaux. Alors,
afin de restaurer une volonté de puissance saine, c'est-à-dire en fait tourner vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur et la haine de soi, il nous faudra sans doute en passer, hélas, par la phase, alors on est dedans, mais elle est appelée à durer, la phase pénible du statut de dominé, de colonisé, de victime. Alors pour combien de temps ? Est-ce que l'actuel racisme anti-blanc est assez virulent pour nous octroyer psychologiquement ce statut de victime et susciter une volonté de revanche de notre part ? Je ne sais pas, je ne veux pas être trop pessimiste, je pense que ce sera insuffisant. Nous pouvons essayer évidemment de porter un discours victimaire afin de couper l'herbe sous les pieds des coloniaux, comme on dit, mais je pense que la phase d'humiliation est appelée hélas à se durcir, qu'elle n'a pas en fait épuisé tout son potentiel historique. Donc en fait, en termes de stratégie, on peut renforcer les bases intellectuelles d'un programme qui aura vocation à être mis en œuvre une fois le sursaut civilisationnel enclenché. Un programme fondé notamment sur le transhumanisme de droite, sur la conquête spatiale, sur la création d'une fédération pan-occidentale, comme je dis, de Seattle à Vladivostok. Parce que, petite parenthèse, actuellement il y a une volonté d'endiguement de la Chine, mais qui est opérée uniquement par les pays anglo-saxons, avec leurs alliés, donc les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni qui durcit aussi le ton, qui impose certaines mesures, le Japon, l'Inde, etc. Et puis la France et toute une partie de l'Europe est totalement absente, avec un anti-américanisme qui est une des dimensions de la haine de soi, et des pays qui carrément, alors des pays que j'adore, comme la Hongrie, et qui pourtant trahissent notre civilisation en jouant la carte chinoise. La Grèce, l'Italie également. Et dans toute une partie de l'extrême droite, de la droite dure, on a la volonté de jouer la carte chinoise contre la carte américaine, qui pour moi est aussi un élément qui n'est pas avoué, qui n'est pas réalisé, mais de la haine de soi. Les États-Unis sont évidemment, les Américains font évidemment partie de notre civilisation. Leurs idées multiculturalistes, on pourrait dire d'où vient de ces idées-là, quelque part de l'Europe aussi, l'école de Francfort, la French Theory, etc. C'est pas spécifiquement américain. Et puis, peu importe l'idéologie, il reste de civilisation européenne, l'Europe d'outre-mer. Donc, pour en finir, est-il possible néanmoins de hâter sur ce sursaut civilisationnel ? Honnêtement, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une force d'inertie dans l'histoire qui fait que les Lénine, les Mussolini arrivent à un moment, sont simplement les vecteurs d'un processus qui est déjà en cours. Ils apportent l'étincelle, mais ils ne peuvent pas créer ce processus. On ne peut pas créer de toute pièce comme ça un processus historique. Il faut que ça aille au bout d'une certaine logique. Aujourd'hui, nos idées sont relativement minoritaires. Une majorité de Français est certes d'accord pour reconnaître qu'il y a trop d'étrangers et que le multiculturalisme a échoué. Mais l'immense majorité n'a pas le courage de mettre en œuvre les mesures de remigration qui s'imposent, par peur de l'affrontement physique. Et les causes de cette peur de l'affrontement, c'est le christianisme pour les causes lointaines, et puis les causes plus immédiates, c'est évidemment les 2 guerres mondiales et l'idéologie du multiculturalisme. D'accord, c'est très bien parce que cette analyse prend quand même la forme d'une ébauche de solutions dans la mesure où elle nous donne à voir un peu quel est le délai qui nous attend pour envisager quelque chose. Mais je pense que c'est à l'échelle plus massive cette fois que tu évoques cette analyse. Elle prend en compte une échelle de temps plus importante, là où le docteur Livry, je pense, parlait d'une solution pour quelques éléments lucides qui veulent ne pas subir ce qui arrive parce que eux ont déjà fait la synthèse de ce qu'il y avait à comprendre, alors que la masse, elle, n'a pas fini de souffrir parce qu'elle n'est pas encore passée par le processus dialectique qui va l'amener au sursaut. Alors, moi, ça m'inspire la réflexion suivante avant de donner la parole à Thomas Ferrier. Est-ce que ça n'est pas aussi une question de terrain ? C'est-à-dire, est-ce que pour qu'il y ait un sursaut, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement que les Occidentaux trouvent un nouveau terrain d'expression de leur volonté de conquête ? On a parlé de l'espace. Est-ce que ça sera pas les espaces virtuels ? Je sais que dans le milieu du jeu vidéo, enfin certains jeux vidéo, on retrouve beaucoup d'Européens qui sont un peu entre eux sans en prendre conscience. C'est une question que j'aurais pu ajouter à la liste. En tout cas, merci Romain de cet exposé assez précis sur une analyse en forme de, on pourrait dire, d'ébauche de, peut-être pas de solution, mais en tout cas qui donne une cartographie de ce qui nous attend probablement. Thomas Ferrier, est-ce que un développement sur la question donc qui a été posée? Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il faut effectivement, et là chacun, je crois, est d'accord à sa façon avec ces termes, appliquer une grille d'analyse à l'échelle européenne et ne plus penser à l'échelle nationale comme le font les droites classiques
Il faut vraiment avoir une perspective européenne. Ça, je crois que chacun ici l'a démontré. Et donc, une fois qu'on regarde en zoomant et qu'on regarde à l'échelle de l'Europe et plus à l'échelle de la seule France, on voit qu'il y a beaucoup de parties saines encore en Europe, effectivement, et que les parties saines, non seulement peuvent rester saines, mais peuvent éventuellement être des vecteurs de guérison des parties malades. Et en fait, pourquoi est-ce que la situation européenne à l'ouest va si mal? C'est d'abord parce que je crois qu'elle a un problème de logiciel intellectuel aujourd'hui dominant qui est inadapté. Il y a le logiciel de l'autoracisme, mais un logiciel des Européens de droite qui n'est pas adapté aux enjeux et qui donc se retourne contre eux parce qu'ils n'ont pas répudié l'universalisme. Je crois que c'est vraiment la notion clé. Je vais prendre un exemple. Il ne faut jamais confondre la volonté de dominer des espaces vierges avec la volonté de dominer d'autres populations. L'homme européen a su, en Amérique, en Sibérie ou en Australie, prendre des terres quasiment vierges d'hommes pour en faire des pays et des nations. Mais cette forme d'expansion-là est parfaitement saine et compatible d'ailleurs, par exemple, avec l'expansion planétaire dans une perspective de science-fiction ou en tout cas futuriste. Maintenant, la deuxième colonisation qui a consisté à vouloir coloniser l'Afrique notamment, n'est pas du tout de même nature et je ne crois pas qu'elle soit, entre guillemets, à l'honneur de l'homme européen. C'est-à-dire que je pense que sur ce thème-là, il faut, entre guillemets, tout lâcher. C'est-à-dire qu'en fait, il faut assumer un discours totalement décolonialiste jusqu'au bout. Et jusqu'à un endroit où même les populations dites racisées elles-mêmes, telles qu'elles se désignent, ne pourront pas aller. C'est-à-dire aller là où ils ne nous attendent pas. Et où ils ne nous attendent pas. Il ne faut pas du tout essayer de revendiquer l'héritage colonial. Il faut considérer que la colonisation a été une erreur monumentale, d'abord pour nous. C'est même pas pour eux que c'était une erreur, c'est d'abord pour nous que c'était une erreur. Donc il ne faut pas se vanter d'avoir fait des routes, etc. en Algérie et compagnie. Au contraire, il faut se fustiger d'avoir eu l'idée saugrenue d'aller vouloir faire cela. Et la guérison, à mon avis, elle vient par là. Par exemple, je suis allé jusqu'à expliquer, et ça a surpris beaucoup de gens, qu'il fallait que la langue française et la langue anglaise disparaissent d'Afrique, au lieu de tous ces droitards qui expliquent qu'il faut au contraire se valoriser la francophonie de l'Afrique, un nouvel espace d'avenir pour la langue française. Eh bien, moi, je pars du principe qu'il faut que les langues européennes amenées par le colonisateur disparaissent des espaces colonisés. Là, c'est original, c'est assumer de devenir une sorte d'île culturelle et civilisationnelle autosuffisante, qui n'a pas besoin de se mirer dans la civilisation des autres. Oui, déjà, mais simplement, on donne aux Africains ce qu'ils n'attendent pas de nous. C'est-à-dire qu'ils attendent qu'on se fustige alors qu'on leur donne la clé pour se libérer. C'est tout à fait différent. Parce qu'en réalité, ces populations dites racisées sont elles-mêmes otages de blancs décadents. Ce sont les esclaves des blancs décadents, en réalité. Et donc, ce ne sont pas des hommes libres. Et donc, ceux qui prétendent défendre la liberté de l'Afrique sont des menteurs. En réalité, ils maintiennent la France-Afrique, à leur façon la France-Afrique. La France-Afrique, hier, c'était des Français qui sont installés en Afrique. Aujourd'hui, c'est des Africains installés en France. Mais c'est la même logique. D'ailleurs, j'insiste sur quelque chose qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a des quartiers blancs en Afrique qu'on oublie souvent. Et ces quartiers blancs, là, le blanc est le blanc raciste de la caricature qu'on a en face, c'est-à-dire qu'ils sont des blancs dominateurs, etc. Mais bien entendu, ces gens-là ne voteront jamais pour le Rassemblement national quand ils votent en France. Donc le racisme blanc vis-à-vis des Noirs, il n'est pas là où on le croit. Et effectivement, il est là, notamment des gens de gauche, qui sont en réalité les racistes inconscients. C'est-à-dire que le paradoxe est là. C'est-à-dire que les vrais racistes blancs, ce sont les gens de gauche. Et ce ne sont pas les gens qu'on classe à droite ou à l'extrême droite. Donc le remède, à mon avis, il est en nous. Il faut répudier l'universalisme, répudier le colonialisme, répudier cette idée fausse que les valeurs européennes seraient des valeurs universelles. Parce que les valeurs universelles, ça veut dire que ce sont des non-valeurs, que ça n'existe pas. Donc c'est une révolution copernicienne en nous qu'il faut faire. Et on peut la faire aussi bien en restant sur les terres les menacées de l'Occident qu'en partant vers l'Est. Moi, je ne suis pas dans les logiques manichéennes de dire il y a une seule bonne solution et il n'y en a pas d'autre. Moi, je pense que qu'on parte en Europe centrale, orientale, ou qu'on reste en Europe occidentale, entre guillemets, occupée, eh bien, on est complémentaires. Donc, il ne faut pas se dire je choisis ça ou je choisis ça, c'est chacun en fonction de sa situation personnelle, de ses vœux, de ses logiques internes, peut être un résistant ou un résilient, entre guillemets, en Europe occidentale, ou une force de renouveau en Europe centrale et orientale, mais en sachant bien que le vrai départ vers l'Europe centrale et orientale ne serait que celui qui a eu lieu en Espagne lors de l'occupation Maure au 8e siècle, où la plupart des Espagnols catholiques ont fui vers le nord, vers l'Asturie et la Catalogne pour échapper aux conquérants. Parce qu'on oublie souvent ça, il y a eu très peu en réalité de mélange entre les Espagnols et les Maures. Et en fait, la plupart ont fui. Donc si une masse d'Européens doit fuir vers l'Est dans des situations désespérées post-chaotiques, on va dire, il faudra qu'il y ait des gens sur place qui puissent être les relais. Mais d'une manière simple, moi je pense qu'on peut se battre sur tous les terrains et on peut gagner sur tous les terrains, y compris le terrain occidental. Le front occidental n'est pas perdu. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, on ne le défend pas bien. C'est-à-dire que ceux qui croient le défendre le font mal, et donc il faut qu'ils apprennent à bien le faire. Et s'ils changent de discours, s'ils ont une dialectique totalement différente de celle d'aujourd'hui, eh bien je crois qu'ils sont capables de se libérer eux-mêmes dans un environnement dégradé.
Merci beaucoup Thomas pour cette brillante analyse. Alors je pensais que tu n'allais pas me faciliter la tâche pour la transition, mais en définitive, il y a quand même quelque chose qui peut me servir de transition. C'est la remarque très pertinente que tu as faite sur l'universalisme qui doit, qui est un petit peu notre passion sombre et qui doit prendre fin. Pourquoi je mentionne ça? Parce que alors Deleuze, le mal nommé, était lui aussi contre l'universalisme pour d'autres raisons. Et c'est ce qui m'y fait penser parce que ma question suivante, alors je vais redonner la parole à Anatoly Livry pour la deuxième partie de l'émission, au sujet, donc, deuxième partie d'émission que je vais lancer avec la responsabilité de l'université française dans la situation qui est la nôtre. Alors pourquoi deuxième partie de l'émission? Parce que j'ai apprécié d'entendre vos développements à tous les trois. Je vais vous demander maintenant, si vous le voulez bien, de faire des réponses à la fois plus courtes, plus ramassées, pour que on puisse en quelque sorte mémoriser des points importants. Je pense que c'est important qu'on puisse s'exprimer de façon étendue pour donner un petit peu le fond de sa pensée. Et c'est important aussi de faire parfois des réponses qui sont un petit peu les plus courtes possibles, tout en s'expliquant clairement, bien sûr, pour qu'on puisse comprendre des choses qui sont peut-être plus de l'ordre du détail ou des choses qui sont abordées moins souvent. Donc ma troisième question sur la responsabilité de l'université française, je voudrais demander à Anatoly Livry, je sais que vous avez parlé à plusieurs reprises de cette responsabilité, notamment à travers les déconstructivistes. Est-ce que pour nos auditeurs, vous pourriez dire quelques mots rapidement sur certains d'entre eux, comme par exemple Gilles Deleuze? Je sais qu'on en a parlé 2 ou 3 fois, mais les gens ne savent pas du tout qui c'est, ce qu'il disait, en quoi son discours était dangereux, en quoi il a fini par devenir politiquement dangereux pour les Blancs. Anatoly Livry, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet précis? Merci beaucoup pour votre question. J'irai peut-être un tout petit peu au-delà de la personnalité de Deleuze, parce que très brièvement, il faut parler du couple. Une couple de Deleuze et Guattari, et Maître Guattari avant de Deleuze. Oui, c'est soi-disant psychiatre. On a soigné personne, d'ailleurs comme Sigmund Freud ou Jacques Lacan. Eh bien, Félix Guattari, oui. Félix Guattari, qui a co-rédigé avec Deleuze, naturellement, les 2 bouquins totalement, difficilement lisibles, à savoir l'Anti-Oedipe de 1972 et 8 ans plus tard, les 1000 plateaux. Donc, c'est tout à fait vrai, je fais juste une parenthèse. Lorsque moi, je demandais à certains collègues, quand j'étais encore en fac de philo, ce qu'ils avaient compris de certains concepts de Deleuze, et je parle y compris à des profs de philo, par exemple la notion de corps sans organes, personne ne comprenait la même chose. Personne ne comprenait la même chose. Et même des psychiatres qui se revendiquaient de ces notions, et des psychologues, personne n'entendait par là la même chose. Voilà. Tout à fait. Il faut quand même comprendre ce que c'est l'université française, l'université occidentale dans son ensemble. C'est l'université où j'avais enseigné, que je connais de l'intérieur. Je suis annuellement en contact avec le Conseil national des universités. Et donc, ici en Suisse, j'ai fondé carrément un séminaire consacré à l'université française. Donc, c'est une usine à faire des plagiats. C'est une usine à fabriquer les illettrés et les victimes des méthodes globales. Par conséquent, actuellement, le rôle, pour répondre clairement à votre question, l'université française n'a plus aucun rôle. Elle fabrique non plus les têtes pensantes, mais les idéologues et des personnes assez fanatiques. Mais revenons tout simplement à l'époque de Deleuze, c'est-à-dire c'est le post-68, c'est le post-68, on est l'Anti-Oedipe, c'est 4 ans après mai 68. Et donc là encore, il y avait du monde à subvertir en Occident. Et là, oui, ils ont fabriqué, Félix Guattari et Gilles Deleuze, ce concept que la folie
à savoir la schizophrénie, serait une forme de libération contre une forme de traditionnalisme qui serait lié à l'identité collective, entre autres, qui serait une forme de l'oppression, de auto-oppression de les personnalités. Donc, utilisait-il ce terme, il fallait déconstruire tout cela. Naturellement, déconstruire exclusivement les sociétés blanches, non pas les sociétés en Israël, non pas les sociétés en Afrique noire, non pas les sociétés en Amérique du Sud traditionnelle des Indiens, non, pas du tout, exclusivement les blancs. Donc, si vous voulez, les germes de ce racisme anti-blanc se trouve ici, et comme je l'avais déjà mentionné au début de cette émission, eh bien, ils ont parfaitement réussi. C'est-à-dire, ils ont fait de la société française exactement ce que Félix Guattari faisait dans sa clinique de Laborde, c'est-à-dire cette forme d'expérimentation où des fous furieux, des aliénés, se voyaient confier la gestion de la clinique et le personnel médical obéissait à leur pulsion de schizophrène libérateur. Eh bien, si vous vous intéressez un peu à ce que Félix Guattari faisait à cette clinique, dans sa clinique, eh bien, vous allez voir que la société française, la société occidentale en général, c'est cette clinique de Laborde à grande échelle, c'est-à-dire peu à peu des schizophrènes, c'est-à-dire qui pratiquent une permanente tabula rasa, dans leur démarche, ils ont pris du pouvoir. Ce sont les minorités qui se sont effectivement libérées, mais dans la mesure où c'est Deleuze et Guattari qui préconisaient que les schizophrénies seraient libératrices, eh bien, ils se sont naturellement totalement trompés. Ce n'était tout simplement une forme de prise de pouvoir ponérologique, comme disait un psychiatre polono-américain, Lobachevsky, n'est-ce pas? Et ces études ont été prises par les FBI pour les études, pour l'action réelle. Donc, c'est quelque chose. Un pouvoir ponérologique, vous avez dit, ça signifie quoi? Ponérologique, c'est-à-dire la transition du mal. Et dans son ouvrage publié aux États-Unis d'abord, puis naturellement en polonais, je l'avais lu en polonais pour faire mes cours de polonais. Eh bien, c'est quelqu'un c'est Lobachevsky, Andrzej Lobachevsky, qui a vu en Pologne s'installer le pouvoir soviétique. Étant dans l'université, il a vu comment les commissaires politiques réussissaient d'embrigader les gens, c'est-à-dire c'était le contact entre le maître, l'élève, qui s'était blessé au niveau des contacts de fraternité d'âme, si vous voulez, et il a rédigé tout un ouvrage là-dessus, comment les psychopathes, les détraqués, reconnaissaient les siens et qui les faisaient promouvoir. Et donc, ce qui se passait notamment en Occident, ce qui se passe notamment en Occident par la forme de ces grandes écoles où les détraqués font passer les concours de plus en plus idéologisés, c'est-à-dire c'est l'autopromotion des aliénés. Et effectivement, là, Félix Guattari et Gilles Deleuze, dans les moindres notions, ont réussi à appliquer leur étude parce que nous vivons actuellement dans une idiocratie qui est gouvernée par des schizophrènes. N'est-ce pas? Je peux, juste à la fin de mon exposé, je vous donne seulement un petit exemple. À la fin des années 90, quand j'ai commencé à enseigner à la Sorbonne, je faisais ma thèse en histoire russe à l'école d'études en sciences sociales de Paris. Et bien là-bas,
j'ai fait le tour de tous les séminaires. Je profitais donc, et je suis allé effectivement dans les chaires du féminisme, les études de femmes. On ne disait pas à l'époque encore gender study. Eh bien, et c'était dès 1996, je le faisais pendant 2 ans, et après j'étais invité à enseigner à la Sorbonne sur la base de mes diplômes que j'ai reçus dans cette école. Eh bien, ce qui se passe dans ces séminaires du féminisme, scientifique naturellement, d'abord on me regardait un peu bizarre. Après, dès qu'on apprenait que je suis juif, on se relâchait. C'est-à-dire, nous, on est en train de détruire la société de son, de notre côté, c'est-à-dire le féminisme combatif, et lui, le juif, il serait logiquement et obligatoirement l'adversaire du traditionnalisme arien. Et donc, on s'est relâché devant moi. Donc, j'ai eu le spectacle entier. Et donc, si vous vous souvenez ce qui s'est passé à la fin des années 90 en France, c'était le grand discours des Pax. Et donc, on a invité tous ceux qui, sur les tribunes de l'Assemblée nationale, à la télévision, des hommes politiques, on est bien d'accord, les proches de n'est-ce pas, M. Berger, intervenir lors de ces séminaires, et on disait là-bas, dans ces, comment dire, yeshuvotes pillés par le contribuable français sous la forme des universités, je dirais, les termes, je dirais, les structures académiques, on disait là-bas, ouvertement, là, on va obtenir le Pax. Et maintenant, on dit publiquement à ces voix des Français, oui, là, ils étaient gaullistes en utilisant ces termes, eh bien, le Pax, c'est la fin. Jamais il n'y aura pas d'adoption d'enfants par des couples de même sexe. On va le dire. Oui, c'était ce que promettait Elisabeth Guigou. Elle jurait ses grands dieux qu'il n'y aurait jamais de mariage homosexuel. C'était vraiment. Jamais il n'y aura pas de mariage, naturellement. Mais, oui, voilà. Et elle a avoué qu'elle mentait sciemment. Elle l'a avoué sur un plateau télé, d'ailleurs. J'ai eu droit à cela, cher ami, de façon hebdomadaire. À la fin, je venais. Oui. Donc, on va promouvoir d'abord cela. Puis, dans la mesure où l'ensemble des Français est abruti, disait-il, ils ne souviennent pas, ils ne disaient pas encore le terme, ils ont le mémoire de poisson rouge, mais ils vont oublier cela. Et par la suite, on va faire passer, comme à la roulette, le mariage des personnes de même sexe. Puis, on va faire passer l'adoption des enfants et tout ça. Donc, c'était extrêmement intéressant. C'était les personnes, naturellement, qui avaient un IQ un peu supérieur à la moyenne, et qui surtout étaient en contact permanent avec les universités anglo-saxonnes, qui étaient également en contact avec les universités américaines, et qui commençaient déjà à cette époque à promouvoir les les études de genre au niveau plus bas, c'est-à-dire déjà faisaient fabriquer le personnel qui ferait entrer cela dans les lycées français. Donc, j'étais témoin visuel de cela pendant 2 ans. Eh bien, ça s'est passé exactement comme ça, comme c'était dit dans ces petits cercles. C'est-à-dire, vous connaissez bien l'histoire, vous savez bien, on se trouve maintenant en Occident, où les études de gender sont enseignées, notamment ici en Suisse, on parle de cela aux petits-enfants qui ne se connaissent pas même, aux enfants prépubères. Voilà, bon, et par la suite, je devrais le conclure, oui, il faut tout réapprendre à des Français, à des francophones. Il faut leur réapprendre à lire leur langue maternelle, c'est-à-dire il faut tout ce qui était démoli, tout ce qui était déstructuré, il faut le recommencer dès le début. Eh bien, pour cela, il faut tout simplement vous sortir de cette idéocratie schizophrénique qui est devenue la France, la République dite française. Écoutez, je vous remercie pour ce rappel, en fait, cette analyse qui met en lumière, en fait, que un des problèmes cruciaux et central, c'est une forme de pathologie qui s'apparente à de la schizophrénie. Je redonne la parole soit à Romain, soit à Thomas. Je vous laisse intervenir librement concernant la responsable de l'université française, éventuellement la contre souhaitait mettre l'accent plutôt sur cet aspect. Prenez la parole librement.
et sur les mathématiques, qui promeut donc le concept selon lequel s'efforcer de trouver une réponse correcte, donc 2 plus 2 égale 4, fondamentalement c'est ça, en mathématiques, est un exemple de racisme et de suprématisme blanche envahissant la salle de classe. Alors évidemment, c'était sur des sites alternatifs que j'ai vu ça, donc je suis allé ensuite sur le vrai site, le lien, sur effectivement ce département de l'éducation de Californie. Il y a effectivement un PDF qui fait une 30aine de pages et j'ai retrouvé les citations, j'ai vérifié, qui sont c'est réellement ça. L'objectivité, c'est une forme de ce culte de l'objectivité, ou même l'idée même d'objectivité, ça va très loin, donc c'est la domination blanche et le suprémacisme blanc dans la salle de classe. Donc ça enjoint les professeurs de mathématiques à ne plus exiger une réponse objective, simplement une réponse. Voilà, je sais pas comment complètement ça va. Mais il y a un côté, alors ouais, on est tenté de rire parce que bon, ça se condamne soi-même, mais ça se condamne, enfin comment dire, c'est un propos qui s'auto-condamne dans un paradigme où la logique et la raison restent quand même unanimement considérées comme comment dire, voilà, le cadre de référence dans lequel toute action peut être évaluée, au moins dans son efficacité. Mais face à des gens qui sont sortis de ce paradigme, pour qui la raison n'est plus du tout en charge d'évaluer les jugements, les appréciations, et à nouveau, on se retrouve face à cette problématique, c'est-à-dire les gens en face de nous, ils sont même pas fous en fait, ils sont retournés dans une sorte de chaos de la pensée où ce sont des gens qui sont devenus inaccessibles. C'est alors ça, en fait, c'est effectivement, d'une certaine façon, ça offre ou ça rend au passage à la droite et aux blancs le monopole de l'objectivité et de la science. Alors sur Foucault, Foucault c'est parce que je connais un peu mieux Foucault que Deleuze, mais je pense qu'il est encore plus nocif peut-être Foucault. C'est une sorte de relativisme absolu, c'est une destruction de toutes les normes qui va justement, comme a dit Anatoly Libri, aller jusqu'à normaliser la folie. Et Habermas, c'est assez intéressant, il a mis lors d'un débat entre Foucault et Habermas face à ces contradictions. Alors j'essaie de traduire en direct, mais en fait Habermas a dit, alors d'un côté vous dites que vous ne faites aucune affirmation ou négation de jugement moral, vous vous placez en delà de tout réalisme moral, d'affirmation du bien ou de mal, et en même temps, vous avez une ligne politique qui affirme qu'elle se légitime elle-même, mais en même temps qu'elle ne légitime rien d'autre, qui fait aucune affirmation morale, donc il y a une vraie contradiction là-dessus. Et Foucault n'a rien répondu, il a simplement ragé, et plus tard, il a dit à ses amis, il a dit « It's an enlightenment blackmail ». Alors bon, c'est en anglais, mais en gros, c'est un chantage intellectuel des Lumières, voilà, digne des Lumières. Mais effectivement, il a été placé face à ces contradictions. C'est une sorte de nietzschisme de gauche. Nietzsche était du côté des forts, Foucault est du côté des faibles. Nietzsche n'était pas un relativiste, il considérait qu'il y avait des valeurs. Une bonne valeur était bonne si elle se plaçait du côté de la vie, alors que, évidemment, Foucault utilise ce père de la déconstruction, qui est même ce grand-père de la déconstruction qui est Nietzsche, puisque le père c'est Heidegger. Les deux étaient des penseurs de droite, et la gauche a fait main basse là-dessus, et il l'utilise comme arme très puissante pour effectivement déconstruire notre civilisation, avec l'objectif qui est une révolte des pseudo-esclaves. L'objectif est toujours la victoire du marxisme. Derrida le reconnaît. Il dit la déconstruction, il faut la comprendre à l'aune du marxisme. Simplement une arme, mais pour le triomphe du marxisme. Alors évidemment, les forces révolutionnaires ne sont plus les ouvriers, puisque ce sont les mâles blancs, mais la coalition des minorités. Mais il ne faut pas oublier que quand Deleuze et Bourdieu entendaient prônait en quelque sorte alors non, je crois que je fais erreur, c'est plutôt Deleuze se chargeait de la destruction de Freud. C'était plutôt Foucault et Bourdieu qui, disons, prônait, alors c'est dans des courriers entre Foucault et Deleuze qu'on lit ça, la destruction du marxisme. En fait, ils estimaient que le marxisme n'était pas assez efficace parce qu'il tirait avec des boulets, des armes qui ne sont plus adaptées, là où il fallait des scalpels et des outils de précision. Donc en fait, chaque fois qu'on voit à gauche des gens qui fustigent le marxisme, il ne faut pas perdre de vue qu'ils le fustigent en lui reprochant son manque d'efficacité et rien d'autre. C'est ça, c'est le marxisme culturel. Voilà, il n'est pas assez destructeur, il n'est pas adapté, ces outils ne sont pas assez destructeurs pour notre époque. Thomas Ferrier, est-ce que sur ces bonnes paroles, tu peux nous apporter ta réflexion sur ce sujet, spécifiquement sur l'université?
Voilà, moi je suis plus historien que philosophe. Donc juste pour réagir sur la question des mathématiques, moi j'ai un père universitaire en analyse, donc en maths pure, et j'en avais discuté avec lui de la question de la perception des mathématiques en fonction finalement des individus. Et il me disait par exemple que probablement s'il y avait des intelligences extraterrestres, elles penseraient les mathématiques totalement différemment de nous. Ah. Donc, d'une certaine manière, l'analyse que font ces chercheurs est vraie en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas enseigner l'objectivité mathématique à tous les élèves, parce que les structures mentales de tous les élèves ne sont pas égales, ne sont pas identiques plutôt, je devrais dire d'ailleurs. Et donc, il y a chacun qui a sa propre forme de logique. Et donc, en voulant imposer à des enfants non européens une logique de pensée européenne, et bien effectivement, ça ne peut pas marcher. Donc, il faudrait d'une certaine manière assumer l'impossibilité d'un enseignement collectif. Ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire, il faudrait acter en fait le fait que l'universalisme est impossible jusque dans l'enseignement de ce qui nous semble pourtant. D'ailleurs, c'est un peu un impensé parce que même nous, on aurait tendance à se dire, non, les maths c'est quand même un truc universel. En fait, non. C'est vrai que tous les humains n'ont pas l'air d'accéder aux maths avec le même potentiel, quoi. Il y a des logiques qui sont communes, par exemple, entre les mathématiques indiennes et les mathématiques européennes. D'ailleurs, l'Europe a été influencée par l'Inde en matière mathématique, ce qu'on oublie souvent. Donc, il y a parfois des logiques communes. Donc, il y a des parentés culturelles ou civilisationnelles qui peuvent expliquer des cohérences. Et je pense que les mathématiques indiennes et les mathématiques européennes, peut-être par l'esprit indo-européen originel, sont compatibles. Mais c'est pas forcément le cas des mathématiques chinoises authentiques, qui ont existé parallèlement aux mathématiques européennes que les Chinois appliquent pour l'instant, puisque les Chinois se sont mis, comme les Japonais, à l'école européenne en matière mathématique. Mais peut-être que finalement ça ne leur correspond pas. Juste pour un point sur l'université, moi j'ai fait plutôt l'université côté histoire et pas côté philosophie, où la philosophie a beaucoup plus ces dimensions-là. En histoire, en fait, c'est la médiocratie qui règne, c'est-à-dire les moyens, les besogneux, qui font par exemple un travail d'érudition. C'est-à-dire que la thèse d'histoire en France, c'est un travail d'érudition. Est-ce que vous avez eu les 300 pages de bibliographie qu'il fallait pour faire votre travail ? Alors que le vrai sens de la thèse, c'est pas du tout ça. Le vrai sens de la thèse, c'est de défendre une thèse, justement. C'est-à-dire quelque chose d'original, quelque chose de novateur qui fait progresser. Et pas qui fait le point sur toute l'historiographie depuis 50 ans. Donc, je crois qu'en matière historique, il n'y a pas tellement les dérives qu'on parle sur les théories du genre, tout ça. Non, il y a une dérive de l'affaiblissement cérébral par le fait que on n'est pas créatif, on est simplement dans la ressucée de ce qu'on fait d'autre, dans la synthèse, et non pas dans la création. D'accord. Par ailleurs, il y a quand même des choses intéressantes universitairement parlant, et je pense qu'il faudrait réfléchir à ça, justement, pouvoir essayer de transposer par rapport à la question donc qu'on appelait du racisme anti-européen. Et la question de la sociologie, effectivement, scientifique, on va dire, de cela. Je vais prendre un exemple, une citation, et après je laisse la parole aux autres, mais intéressante. Par exemple, il y a des universitaires qui ont écrit un ouvrage, donc c'était, je cite les noms, alors voilà, il faut que je donne les termes très précis. Voilà, c'était Laurent Licata et Olivier Klein, dans un journal de psychologie, donc on est dans la psychologie sociale, Journal of Community and Applied Social Psychology, donc voilà, journal de la communauté et de la psychologie sociale appliquée. Et ils avaient un article qui s'appelle Does European Citizenship Breed Xenophobia? European Identification as Predictor of Intolerance Towards Immigrants. Alors évidemment, ils sont du point de vue adverse. Une petite traduction rapide, juste pour... Alors voilà, est-ce que la citoyenneté européenne est porteuse de xénophobie? L'identification européenne comme indice d'intolérance envers les immigrés. Alors ça c'est quelque chose de très intéressant. Donc voilà ce que l'auteur analyse dans l'ouvrage que je citerai après, ça s'appelle Le régime politique de l'Union européenne, et il dit ceci. Voilà. Il convient de garder à l'esprit les effets secondaires des mécanismes européens. Voilà. Certaines études de psychologie sociale montrent une corrélation forte entre l'identification à l'Europe et la xénophobie. Il est probable que plus l'identité se construit par opposition, plus elle comporte un potentiel d'exclusion. Si ces hypothèses se vérifient, l'effet paradoxal de la consolidation de l'identification à l'Union européenne serait de réduire la tolérance à l'égard des non-européens, y compris en son sein. Alors cette étude-là, évidemment, si on la lit à l'envers, est très intéressante. En fait, on pourrait faire la même étude, mais de point de vue donc qui est le nôtre, d'un peu de psychologie sociale, en indiquant que le renforcement de l'identité européenne permet de mieux assumer sa perception d'Européen. Voilà, des choses comme ça. On pourrait inverser la dialectique. Donc il y a des outils que l'adversaire nous donne et qu'on n'a qu'à puiser. Ça fait très longtemps que je pense ça, et c'est un peu une des solutions qu'on peut proposer, c'est d'aller chercher chez l'ennemi les ressources à sa propre à la propre contre-offensive qu'on peut trouver. Ça peut principe un petit peu finalement du sport du judo, des choses comme ça, c'est-à-dire s'appuyer sur là où l'adversaire se croit fort pour le renverser. Ou de la lutte gréco-romaine d'ailleurs, parce que c'est pas souvent oui, le judo aussi, pour oui, ce principe, mais en fait
Juste entre parenthèses, Jigoro Kano était en fait un fan de lutte gréco-romaine et tout son judo dérive de là. Bon, c'est pas surprenant, mais voilà. Donc l'idée, c'est que l'université en Europe occidentale permet peu, même s'il y a quand même des opportunités dans un certain nombre de domaines. Par contre, je crois que ça ouvre la porte à une vraie sociologie, on va dire européenne, de défense donc finalement de l'identité européenne par rapport à ces enjeux-là. Et je pense dans la dernière partie que la question, je sens la dévoiler trop vite, donc sur la question effectivement de comment réveiller et unir les Européens, j'en parlerai plus précisément, parce que je pense qu'effectivement il y a des outils de l'université qui peuvent être au service de la cause que nous défendons tous. Eh bien, merci. Alors, ce que je vous propose tout simplement, c'est d'aller vers la conclusion, puisque finalement on a abordé quand même beaucoup de points, à la fois dans l'analyse et dans l'ébauche de solutions. Ce que je vous propose, c'est simplement de vous redonner la parole pour conclure votre propos. On pourrait encore dire pas mal de choses sur ce terrain. Moi, je voulais juste rappeler. Alors, on avait préparé un peu l'émission avec vous trois en discutant avec Anatoly Livry. Je me souviens que vous m'aviez dit, Monsieur Livry, que en ce moment les États-Unis rappelaient leurs citoyens qui sont actuellement sur le territoire russe et que, semble-t-il, la tension entre les deux pays semble s'accentuer. Alors, c'est pas que je vous forçais à conclure sur ce thème, mais ça m'avait semblé être un indice vraiment marquant. Or, on n'en entend pas du tout parler ici, donc si vous le souhaitez, vous pouvez conclure sur ce sujet-là, mais je me souviens que ça m'avait marqué. Donc, oui, merci beaucoup pour cette question. Je veux seulement juste rebondir sur l'université et sur cette distinction de faculté, puisque je fais mon premier DEA et donc j'étais inscrit en thèse en histoire, puis j'ai enseigné des lettres à la Sorbonne, à l'université de Nice. Actuellement, l'université s'appelle l'université de la Côte d'Azur, et je fais ma thèse en philosophie, c'est-à-dire sur Nietzsche. Thèse qui a été plagiée, et donc, parce qu'elle était trop intellectuellement correcte, politiquement incorrecte, donc il fallait trouver un pion, un no-name pour réécrire ma thèse sur Nabokov de Nietzsche en Grande-Bretagne. Donc on m'a plagié en fait mon travail de 10 ans devant tout le monde. Mon ancienne... Et vous parlez de cette injustice sur votre canal Telegram. Je pense que vous rappelez un petit peu les détails. J'inviterai les gens à aller sur votre canal Telegram pour en savoir. Et donc actuellement, malheureusement, il n'y a aucune différence. On ne cherche plus du tout les concevoir et produire les thèses, ni dans la faculté de philosophie, ni dans la faculté de l'histoire. Non, on est devenu idéologue. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, on vous chasse. Et donc, oui, je ferme la parenthèse là et je vais à ce qui se passe actuellement, une nouvelle guerre froide, laquelle, selon certains analystes, est plus puissante de ce qui était à l'époque de Brejnev entre l'Union soviétique et les États-Unis, entre le bloc de Varsovie et l'OTAN de l'époque, qui se déroule de nos jours actuellement, entre, comment on appelle en russe, c'est la коллективный Запад, l'ensemble de l'Ouest et la Russie. Oui, c'est-à-dire, ça a commencé au niveau de la crise tchèque, c'est-à-dire on fait tourner l'Europe centrale contre la Russie, c'est-à-dire on déchire les Slaves entre eux, et donc, on a accusé récemment des Russes de faire un scandale, être à l'origine d'un acte terroriste contre la République tchèque, donc contre un membre de l'OTAN. Suite à cela, il y avait une guerre diplomatique contre la République tchèque, et par la suite, c'était une réaction de chaîne, c'est-à-dire l'ensemble des pays européens de l'Europe centrale ont rappelé une partie de leur personnel diplomatique de Russie. Il y avait une réaction proportionnelle, donc c'était le Pologne, la Roumanie, en fait l'ensemble du monde, donc la Slovaquie, naturellement les républiques baltes, etc. Mais effectivement, le grand maître, c'est les États-Unis, ce qui est logique. Les États-Unis sont toujours une superpuissance. Et c'est là que, d'ailleurs, je me permets d'ouvrir cette parenthèse, les États-Unis envoient à cette Europe centrale et orientale, et l'OTAN également, envoie leurs émissaires blancs, pour que c'est les blancs
je veux dire, aux États-Unis, nous sommes déjà dans une crise catastrophique de la haine du blanc. Et ce que vous avez évoqué ici sur les maths, c'est quelque chose de flagrant. Je vous rappelle que à l'université dans les écoles, dans les lycées, excusez-moi, dans les lycées de Virginie, on supprime les classes de mathématiques avancées précisément parce qu'il y a trop de blancs. Donc là-bas, c'est ainsi, tandis que les émissaires diplomatiques qui circulent entre l'Europe centrale et les États-Unis et les officiers otanesques qui circulent entre le centre de l'OTAN et l'Europe centrale sont choisis sur le canon ratieux, à savoir, ils sont à 99% les blancs, c'est-à-dire il y a une séparation, c'est-à-dire chez eux, chez nous, en Occident, on pratique déjà un racisme anti-blanc acharné, tandis que à l'Europe centrale, on offre encore les visions d'un ancien monde, c'est-à-dire qu'il y aurait une civilisation et en vous tournant contre la Russie actuelle, laquelle n'est pas du tout exemplaire sur tous les points. Je le souligne. Le fait que je parle avec un accent russe ne me fait pas l'adhésion à tout ce qui fait la politique russe, mais il y a ça en fait extrêmement intéressant, il y a une manipulation racialiste, c'est-à-dire cette puissance de Kamala Harris-NC envoie en Europe centrale les émissaires purement blancs. Et effectivement, ce qui s'est passé avec les États-Unis et la Russie actuelle, c'est que les consulats américains sur les territoires, les consulats états-uniens sur les territoires des fédérations de Russie ne délivrent absolument plus aucun visa aux citoyens russes et on appelle jusqu'à la fin du mois de juin à rentrer aux États-Unis tous les citoyens états-uniens travaillant en Russie. Donc nous sommes à la veille, nous sommes déjà en plein dedans de la nouvelle guerre froide et c'est aussi pour cela que je suis extrêmement pessimiste sur ce qui se passe en Occident, parce que les autres États, tels que la France, tels qu'ici dans les pays alémaniques, je maîtrise également le suédois naturellement, donc dans les pays scandinaves, on ne parle pas de cela. C'est-à-dire, actuellement, il s'opère exactement le même, on instaure exactement la même atmosphère psycho-diplomatique qui a eu lieu à la veille de la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, actuellement, nous sommes vraiment, on pense qu'effectivement, il y avait énormément de problèmes, de tensions à chaque fois que ces conflits mondiaux se sont éclatés. Mais non, si vous lisez, si vous apprenez l'allemand, si vous apprenez le russe, si vous apprenez les langues scandinaves, c'est assez intéressant, eh bien, vous voyez qu'il ne se passait absolument rien. C'est-à-dire, à Paris, on ne savait absolument, je veux dire, il y avait quelques échos, mais si vous demandiez à un député à l'Assemblée nationale de la Troisième République qu'est-ce qui se passe là-bas entre M. Molotov et Ribbentrop et de tout ça, il saurait à peine vous expliquer. Donc là, effectivement, on peut se trouver vraiment à la tête d'un conflit planétaire, ce que je ne le souhaite pas, mais effectivement qui peut avoir un rôle d'accélérateur sur le plan de gestion, du racisme anti-blanc. Écoutez, je vous remercie de ce propos. Alors, ce que j'entends en filigrane dans ce que vous dites, c'est que il faut absolument que les enfants des gens qui nous écoutent, qui s'intéressent à nos thèses, apprennent plusieurs langues, parce que définitivement, ne parler qu'une seule langue, et particulièrement ne parler que le français, est vraiment devenu un handicap absolu. Donc, si au moins une chose pouvait être un point saillant de ce que l'on vient d'entendre, c'est surtout apprenez plusieurs langues, devenez familier d'une aire géographique qui est la vôtre, l'Europe, et surtout ne restez pas enfermé dans une seule langue qui vous empêcherait de comprendre, d'avoir une vue d'avion et une bonne cartographie de ce qui se passe. Je donne la parole, on respecte l'ordre qu'on a suivi jusque-là, je donne la parole à Romain d'Apremont pour une conclusion. Alors, bien écoutez, comment peut-on contre-attaquer Alors, ce serait effectivement
intéressant d'introduire de nouveaux concepts afin de dénoncer le racisme anti-blanc. Jouer cette carte peut en effet être un coup stratégique et psychologique intéressant, qui vaccinerait les blancs contre la mauvaise conscience suscitée par le discours victimaire et les appels à la repentance. Maintenant, le point négatif serait que les blancs perdraient leur unicité dans le domaine du discours victimaire. Mais qui sont aujourd'hui la seule communauté à ne pas se déclarer victime. Et la seule communauté à ne pas jouer des coudes pour obtenir la première place dans ce palmarès victimaire. Alors, il y a une certaine dignité dans cette attitude qui serait mécaniquement perdue si on se lançait dans le sport de la pleurniche. Donc, se servir de l'évidence du racisme anti-blanc pour fédérer les blancs, pourquoi pas, Une communauté qui se sent, je suis assez partagé, une communauté qui se sent menacée renforce mécaniquement sa cohésion, et à ce titre, c'est une conséquence souhaitable. Le problème, c'est que le logiciel chrétien nous empêche de réagir, puisque les vagues d'attentats ont montré qu'une part de la population reste accrochée au pas d'amalgame, au vous n'aurez pas ma haine, bref, à l'amour des ennemis. Donc, je sais même pas s'il va pas avoir simplement une complaisance dans l'idée qu'on est nous sommes des victimes, nous sommes les faibles, nous sommes donc les élus, et puis c'est tout, et puis on attend l'après-vie, et voilà, même sans y croire. On se satisferait simplement de cette situation. Donc les autres communautés, en fait, non. C'est ça qui est terrible, c'est cette situation d'attente. Enfin, oui, c'est terrifiant, quoi. C'est-à-dire qu'arrivé à ce stade, la question, c'est y a-t-il une vie avant la mort, quoi. Non, mais je dis ça juste comme ça, mais en fait, les autres communautés, quand elles se sentent attaquées, elles se sentent ciblées par le racisme, ont une réaction violente, d'accord ? Donc, parce qu'elles ne sont pas dans le logiciel chrétien. Mais une communauté qui se sent victime et qui est dans le logiciel chrétien, même si elle ne croit pas à l'après-vie, ça lui suffit. Elle a enfin le statut de victime dont elle rêve. Voilà. Bien sûr. Donc, quant à ceux qui reconnaissent l'étendue de la menace, aux Européens qui reconnaissent l'étendue de la menace, eh bien, ils préfèrent jouer jouer l'autruche, en fait, et rester dans une posture anti-Front National, principalement par peur de l'affrontement et oui, par idéologie chrétienne. Donc, je pense pas qu'on puisse vraiment. Le temps n'est pas encore venu, mais il faut essayer, il faut lutter. Et comme on ne saura jamais vraiment, ça peut arriver très vite. On peut pas prévoir l'avenir. Est-ce que vraiment il y a toujours des surprises, donc il faut toujours se tenir prêt, tenter, et paf, ça peut réussir. Très bien. Après tout, c'est une stratégie dont il faut tenir compte. En tout cas, disons, la pertinence de l'analyse, l'acuité de l'analyse reste quelque chose de primordial, quel que soit le moment où on veut passer à la conclusion et rechercher les solutions. Thomas Ferrier ? Donc juste pour rebondir sur le propos d'Anatoly Livry sur la question de la Russie, je pense que les Russes eux-mêmes n'ont pas aujourd'hui de réponse, de solution à cette guerre froide qui leur est déclarée par les États-Unis. Et en conséquence, je me rends compte d'une certaine manière qu'il n'y a pas un seul pays d'Europe aujourd'hui, y compris en Europe centrale et orientale, qui soit assez éveillé par rapport à ça. Je prends un exemple simplement. Poutine, hier, je crois, a fait une déclaration en expliquant qu'il fallait respecter les acquis ou les décisions du tribunal de Nuremberg, qui avait été pris donc en 1945. Et je trouvais que ce discours était totalement inapproprié par rapport aux enjeux dont la Russie est victime. Je me suis dit qu'il y avait un problème de logiciel idéologique aussi en Russie. Et que la Russie de Poutine a voulu ne pas tomber dans le travers des Européens de l'Ouest, c'est-à-dire la dimension repentante. Il s'est dit que si on faisait le procès du communisme en Russie, eh bien, on risquait de finalement diviser la Russie et d'avoir ces phénomènes de repentance désastreux qu'on a en Europe occidentale et notamment en Allemagne. Malheureusement, je crois qu'ils se sont trompés dans leur analyse et que le communisme a pourri le cerveau de la Russie, de la même façon que l'atlantisme a pourri le cerveau de l'Europe occidentale. Et donc, la guérison sera collective. C'est pour ça que je crois que si solution il doit y avoir en Europe, elle ne peut être qu'une solution pan-européenne. Elle ne sera pas une solution occidentale, centrale ou orientale. Ce sera une solution collective. Ce qui m'amène à une réflexion générale sur l'Union européenne. Je vais prendre cette citation du Guardian, donc journal britannique, qui a dit « The European Union is too white ». Donc l'Union européenne est trop blanche. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que 3 eurodéputés de couleur, on va dire, à Strasbourg. Et les Britanniques expliquent dans cet article que le Brexit va renforcer cet état de fait parce que le Brexit les Britanniques proposaient plus de députés de la diversité, tant à la droite qu'à gauche, que les autres pays. Donc, d'une certaine manière, c'est paradoxal, mais ça me fait réfléchir à une chose, c'est-à-dire qu'effectivement, je crois qu'il faudrait qu'on puisse créer une sorte d'institut qui étudierait les questions européennes sur un plan identitaire. Je pense qu'avec les personnes de cette émission d'aujourd'hui et quelques autres encore à venir, on pourrait envisager ça de manière sérieuse. Donc, une sorte d'institut d'études européennes
dont un des axes serait notamment la dénonciation scientifique et argumentative de la haine anti-européenne, qui a 3 formes. Il y a la haine des an-européens, des non-européens à l'égard des Européens, c'est une première forme. Il y a celle qu'on a développée beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire la haine des Européens vis-à-vis d'eux-mêmes, donc les formes d'autoracisme. Et il y a une dernière forme de négation de l'Europe aussi, qui est propre aux droites nationales et qui est aussi une forme de promotion du nationalisme civique, entre guillemets, c'est-à-dire ce que j'appelle moi les patriotes tocards, c'est-à-dire ceux qui prônent une France universelle, indifférente à l'origine, et qui se réclament de la droite nationale. Et ça fait 3 formes d'europhobie. Qui est une façon de s'excuser de ce qu'ils sont. Voilà, c'est 3 formes d'europhobie réunies, et en faisant ça, ça nous permet en même temps d'avoir une protection redoutable, c'est-à-dire qu'on dénonce à la fois la gauche raciste blanche, on dénonce à la fois les minorités instrumentalisées diversitaires, et en même temps une partie de l'extrême droite qui est protecteur dans toute stratégie dialectique. Parce que finalement, il faut toujours donner, malgré tout, à un système en face quelques gages. Il y a toujours, dans un système, il y a toujours, des incohérences dans le système en face. Par exemple, on parlait de Kamala Harris au début de l'émission. Kamala Harris est celle qui est responsable de l'aide américaine à l'Inde suite au problème de la Covid-19 en ce moment. Donc ça veut dire qu'il y a un discours complètement, contradictoire, c'est-à-dire elle est promotion de la diversité aux États-Unis, et en même temps, elle se souvient qu'elle est fille de brahman et qu'il faut aider l'Inde. Donc, je pense là-dessus qu'il y a quelque chose à réfléchir. Donc, un institut d'études européennes, un peu comme l'institut Iliade, mais orienté plus vers la politique. C'est-à-dire que l'Iliade, est très culturel, c'est très bon niveau, très haut niveau, mais il n'y a pas le débouché politique derrière. Et il faudrait qu'on pense à cet institut comme ayant une vocation politique comme résultat. Voilà ce que je vous pouvais dire comme solution de court terme qu'on pourrait envisager. C'est-à-dire déjà nous armer intellectuellement pour contre-attaquer. Bien écoutez messieurs, on arrive à la fin de cette émission. J'ai trouvé de très bonnes factures. Je vous remercie beaucoup d'avoir prêté votre brio et votre réflexion aux thématiques que nous avons traitées aujourd'hui. Je remercie évidemment nos auditeurs pour leur attention. Est-ce que je peux vous demander, alors, Docteur Livry, de rappeler votre activité sur Telegram éventuellement, puisque beaucoup de nos auditeurs sont familiers de ce réseau social. D'accord, vous pouvez me retrouver sur Telegram où je fais parfois des petites publications qui envoient des articles multilingues et également à mes livres. Il existe également des sites internet en langue française. C'est assez drôle que depuis avant-hier où Daniel Conversano a publié un de mes articles justement consacré à l'expatriation des Blancs vers l'Europe centrale, eh bien, l'ensemble de bibliographie scientifique d'un de mes sites a sauté, donc c'était assez drôle. Ah, bon, écoutez. Alors, je précise quand même que sur votre site internet, il y a un petit onglet pour faire les traductions en français, pour les gens qui auraient peur de ne pas pouvoir accéder aux articles. Il est possible de faire une traduction automatique qui est assez correcte, je trouve. Oui. Voilà, il y a également le canal Telegram de Thomas Ferrier que tu peux rappeler le nom. Oui, alors comme je dis, j'ai deux dimensions, mais souvent beaucoup retiennent la première dimension qui est d'être l'animateur d'un petit parti qui s'appelle le Parti des Européens. Mais là, j'ai voulu axer aujourd'hui et de plus en plus à l'avenir sur la dimension, de créateur d'outils de résistance intellectuelle et dialectique des Européens pour parer finalement ceux qui nous font offense, entre guillemets, voilà. Donc je pense que là-dessus, il y a ces deux dimensions. Donc Telegram va axer de plus en plus sur cette dimension de réarmement intellectuel et idéologique des Européens éveillés pour qu'ils soient plus efficaces, plus redoutables et capables de convaincre surtout d'autres gens de la justesse de notre cause. Très bien, je vous remercie messieurs. Et puis, je rappelle les livres que dont nos invités sont les auteurs. Alors tout d'abord, je commence par Romain d'Apremont qui a rédigé l'excellent « Penser l'homme nouveau, pourquoi la droite perd la bataille des idées » que je vous recommande très vivement. Il y a également les deux excellents ouvrages du docteur Livry, Ingmar Bergman et le national-socialisme hitlérien, ainsi que Nietzsche et Nabokov, que je vous recommande chaudement. Et puis, l'ouvrage de Thomas Ferrier, Fascisme d'Europe, fascisme au pluriel. Voilà, messieurs, cette émission est terminée. Chers auditeurs, je vous remercie beaucoup de votre attention.
Et puis, on se retrouve très prochainement sur ce canal pour la défense de l'Occident, pour la vie, pour nos idées. Portez-vous bien, chers amis, à très bientôt. Je salue tous les auditeurs et j'espère à bientôt. Merci à vous et merci pour cette invitation. Merci à tous pour cette belle émission et n'oubliez jamais que l'Europe à la fin vaincra.